Le Parlement du Gabon a approuvé le 20 janvier dernier le nouveau code électoral. Un outil qui vise à garantir des élections transparentes et inclusives pour moderniser le système démocratique au Gabon. Seulement, pour y arriver, plusieurs organes entrent en jeu, entre ministère de l'Intérieur, Commission nationale d'organisation et de coordination des élections ou du référendum, et autorité de contrôle et de supervision des élections et du référendum, et la Cour constitutionnelle. Il est plus que judicieux de s'interroger sur le rôle de ces différents organes qui encadrent le processus électoral et les lois qui le régissent au Gabon. Mesdames et messieurs, c'est toujours un honneur de vous retrouver. Ce plateau spécial est consacré au rôle des différents organes qui encadrent le processus électoral et les lois qui le régissent au Gabon. Et pour décortiquer cette thématique, nous recevons sur ce plateau Maître Zé Béranger, avocat au barreau du Gabon. Bienvenue, Maître. Merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation des Gabon 24. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de Gabon 24. Alors, d'entrée de jeu, à titre pédagogique, quand on parle d'organes qui encadrent le processus électoral, à quoi fait-on référence? Alors, on peut faire référence à plusieurs choses, mais essentiellement, je veux dire, c'est l'institution. D'accord. L'institution, c'est l'organisme, c'est la structure. Pour que nos téléspectateurs nous comprennent, c'est la structure chargée soit de contrôler, soit d'organiser une élection présidentielle. Dans le cas d'espèce, il y en a plusieurs. D'accord. D'une part, on a la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections ou du référendum, et celle de l'autorité de contrôle et de supervision des élections et du référendum. Quel est le rôle de chaque organe? En d'autres termes, qui fait quoi? Alors, il s'agit de deux entités distinctes. Donc, les rôles déjà découlent de deux textes différents qui sont prévus par le code électoral. Donc, c'est la loi 001/2025, donc le nouveau code électoral. Très bien. Et dans ce code électoral, vous allez effectivement voir la consécration de ces deux organes. Et maintenant, vous avez des textes parallèles qui permettent de spécifier le fonctionnement et l'organisation et les rôles de chacun des organes. Donc, vous avez d'abord l'arrêté gouvernemental qui met en place la commission. Et vous avez le décret qui met en place l'autorité. Alors, la commission, c'est un démembrement, on va dire, du ministère de l'Intérieur. D'accord. D'accord, qui reçoit une délégation du ministère de l'Intérieur, parce qu'en réalité, c'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé de l'organisation des élections. Et le ministère de l'Intérieur met en place une commission, qui est une commission permanente, c'est vrai, mais qui est une commission qui n'agit que sur délégation. Et d'ailleurs, c'est le sens d'une commission, n'agit que sur délégation du ministère de l'Intérieur pour organiser, faire tout le travail préparatoire des élections. Et ensuite, parallèlement à cela, vous avez l'autorité, qui, elle, est une entité administrative indépendante et autonome, qui répond à d'autres règles et qui, elle, est chargée de contrôler la régularité à la loi, je veux dire, la légalité des opérations électorales. Donc, vous avez la commission qui organise, qui prépare, qui met à disposition tout ce qu'il faut pour l'élection, et vous avez l'autorité qui contrôle, qui veille et qui supervise pour s'assurer que tout se fait conformément à la loi. Alors, Maître, j'ai envie de vous dire, au regard de ce que vous dites, quelle différence sémantique y a-t-il entre coordonner, contrôler et superviser? Alors, lorsqu'on coordonne, la coordination rentre dans notre domaine de compétences. Très bien. Lorsqu'on a une mission d'organisation, on a des activités d'organisation qui peuvent être le travail dans le cadre d'une élection présidentielle ou de toute élection, la mise en place du fichier électoral, l'achat des urnes, la confection des bulletins de vote et tout ce qui tourne autour. Donc, toute cette organisation est faite par la commission, parce que c'est elle qui organise l'élection et qui s'assure à ce que tout le matériel soit disponibilisé, que tout soit prêt à temps avant la date de l'élection. Et donc, c'est ça le travail de coordination de toutes les opérations d'organisation. Et ensuite, vous avez l'autorité. Et elle, son travail, c'est de contrôler, s'assurer que les outils des élections sont effectivement au lieu
où ils doivent être pour que l'élection se fasse correctement, que ces outils sont conformes à la loi, qu'ils assurent, je veux dire, la transparence électorale, que tout ce qui contribue à un scrutin libre et transparent est mis en place pour que le vote ne soit pas contesté et pour que ce vote soit crédible. Et donc, vous avez effectivement des missions qui sont différentes. La commission qui organise et qui coordonne les opérations d'organisation des élections. Et vous avez l'autorité qui, elle, veille, supervise justement la régularité et la conformité de tout ce qui a été fait par la commission par rapport à la loi aux élections. Alors, et à quel moment intervient donc le ministère de l'Intérieur? Le ministère de l'Intérieur est toujours là. Très bien. Le ministère de l'Intérieur, en réalité, ne quitte jamais le centre du jeu. Il est toujours là parce qu'en réalité, comme on dit, les élections sont organisées en amont et en aval par le ministère de l'Intérieur. Et c'est pour ça, lorsque vous lisez le code électoral, vous verrez que le ministère de l'Intérieur est aussi bien parmi dans les opérations préparatoires de par sa commission et par lui-même d'ailleurs, et pendant les élections et après les élections, donc après le vote. Le ministère de l'Intérieur est à toutes les phases du scrutin pour s'assurer que les opérations se fassent, je veux dire, de façon correcte. La commission n'intervient que dans un pouvoir de contrôle et de garantie de la sérénité du vote de chacun. En quelque sorte, le ministère de l'Intérieur est comme un arbitre. Et on ne va pas dire comme un arbitre, c'est un acteur, je veux dire, incontournable voilà, de l'élection. Je prendrais beaucoup plus l'autorité comme l'arbitre, quelque peu, de je veux dire, la conformité des opérations faites par le ministère de l'Intérieur. Alors, maître, pour rappel, la Cour constitutionnelle avait convoqué pour explication les ministres de l'Intérieur et des Relations avec les institutions et le secrétaire général du gouvernement sur les motifs de création de ces deux organes. La préoccupation de la Cour constitutionnelle résidait dans le risque de télescopage entre les deux entités, de chevauchement ou même d'empiètement. Qu'est-ce que je veux dire, c'est légitime d'avoir cette... je veux dire, cette inquiétude, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'aurait pas été, à mon sens, juste de confier à celui qui organise les élections, je veux dire, le pouvoir de contrôler la régularité et la sincérité de ce que lui-même a organisé. Et donc, il fallait effectivement, pour la transparence et, je veux dire, la sérénité des élections, du vote, mettre en place une autorité ou un organe en dehors du ministère de l'Intérieur pour vérifier justement la sincérité des votes, s'assurer de la sincérité des opérations électorales. Et c'est le rôle de l'autorité qui devra justement, parce qu'elle est indépendante, c'est une autorité indépendante du fait de son décret. Et donc, c'est une autorité totalement indépendante, autonome. Et donc, qui doit agir dans l'éthique et dans le respect des normes qui, je veux dire, qui gouvernent une élection transparente. Et donc, à partir de ce moment-là, à mon sens, cette autorité trouve un bien fondé en espérant que les personnes qui la gèrent feront correctement leur travail pour nous donner des élections qui ne soient pas contestées et contestables. C'est important que, justement, celui qui organise ne soit pas celui qui supervise la régularité des élections, d'où justement les deux entités. Alors, maître, est-ce à dire que ces différentes entités sont déjà sur le terrain pour le travail ou bien ils attendent le jour du scrutin, c'est-à-dire le 12 avril? Alors, les entités sont sur le terrain, enfin, elles sont supposées être sur le terrain parce que l'élection est un processus. Vous avez une phase préparatoire, une phase active et une phase finale qui est la phase des résultats. Et donc, il faut qu'à chacune de ces étapes, le ministère de l'Intérieur s'assure de faire ce qui rentre selon la loi dans ses attributions avec sa commission et que l'autorité également s'assure d'être en face. Sauf que l'autorité a un pouvoir, je veux dire, a une existence limitée. Ils n'ont qu'une existence, elle a une existence de 4 mois. Donc, elle doit être mise en place 1 mois avant l'élection, le scrutin, et elle arrête ses activités 3 mois après le scrutin. Donc, c'est une autorité, je veux dire, provisoire, on va dire, qui n'a pas une durée, qui n'est mise que pour l'élection. In fine, quelle est donc la composition de ces commissions électorales provinciales, départementales ou même communales? Alors, les commissions sont composées selon ce que prévoit la loi. Je pense qu'il doit y avoir 5 membres. Selon la loi, vous avez un président, un vice-président, et je pense qu'il y a un secrétaire général. Est-ce que ces différents organes interviennent justement dans ces... Tout à fait. Ce sont des organes du ministère de l'Intérieur. Toutes les commissions provinciales, communales, départementales sont des sous-entités du ministère de l'Intérieur. Voilà pourquoi je vous disais que le ministère de l'Intérieur est
à toutes les phases, justement, de l'élection. Parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui met en place les différentes commissions et elles agissent selon les attributions qui leur sont reconnues par le code électoral. Et donc, ces commissions sont mises en place pour s'assurer justement du bon déroulé des élections, donc des votes, à chacun dans sa circonscription électorale naturellement. Donc, elles ne sont que le bras tendu du ministère de l'Intérieur dans les localités où l'élection doit se passer. Alors, maître, je vais vous lire cet article, l'article 45 du nouveau code électoral qui stipule qu'à peine de nullité du scrutin, aucune liste additive d'électeurs n'est admise le jour du vote, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle. Alors, nous constatons que la Cour constitutionnelle joue un rôle prépondérant dans le processus électoral. Sauf que celle-ci semble intervenir dans certains cas comme dernière position. Tout à fait. Pourquoi cet état de fait? Mais parce que c'est une juridiction. D'accord. C'est une juridiction. Son rôle, c'est de trancher les litiges. Son rôle, c'est de trancher les violations à la loi électorale. Donc, son rôle n'est pas de prendre part active au processus électoral. Le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est d'être saisie dans les missions qui nécessitent une intervention juridictionnelle, selon ce que prévoit la loi. Et donc, naturellement, la Cour constitutionnelle ne peut intervenir qu'en cas de contentieux relevé ou en cas de situation qui nécessite son arbitrage, son intervention. Et justement, un des cas qui peut être une source de contentieux, c'est le fait d'introduire en cours de processus une liste électorale additive. Et là, effectivement, il faut qu'il y ait véritablement un cas de force majeure, c'est-à-dire qu'un cas inévitable, un cas sur lequel on ne peut pas passer, pour que la Cour constitutionnelle puisse trancher et dire si cette liste additive peut être admise dans le processus ou si elle ne doit pas être admise. Il s'agit d'un contentieux. Et tous les contentieux en la matière doivent faire partie. Mais sur quelle base elle s'appuie pour justement trancher? Pourquoi elle n'est pas, on va dire, sur le terrain pour travailler au début, pendant et après les élections? Pourquoi se contenter de ce qu'on pourra lui dire? Toutes les opérations préparatoires et toutes les opérations en cours d'élection, de scrutin, doivent se faire conformément à la loi. D'accord. Conformément à la loi. Et donc, la Cour constitutionnelle doit veiller à ce qu'effectivement ces opérations soient ou aient été faites conformément à la loi. Et donc, la nécessité pour la Cour d'être sur le terrain me paraît inopportune. Mais il arrive effectivement que dans certains cas, je ne sais pas si c'est le cas de cette élection, que la Cour envoie des observateurs ou des éléments dans les localités pour superviser, pour regarder les missions électorales, le processus électoral. Et je pense qu'elle peut s'autosaisir si c'est d'une particulière gravité ou elle peut être saisie par l'un des organes chargés justement de la régularité du scrutin. Ce qui est important, c'est que la Cour est un maillon important du processus électoral parce qu'elle agit à la phase la plus importante, la phase finale de la validation des résultats du scrutin. Et donc, pour moi, il faut que la Cour ait justement qu'elle ne soit pas fatiguée. Il faut qu'elle reste chez elle, dans son building, pour attendre qu'on lui envoie tous les procès-verbaux et tous les éléments qui lui permettront effectivement de valider le scrutin ou de l'annuler. Maintenant, si un candidat estime que l'organisation des élections n'a pas été bien faite et que, par exemple, elle n'a peut-être pas toutes les preuves réunies, comment procède la Cour constitutionnelle pour justement pour investiguer dans cette affaire? C'est vous qui portez plainte, c'est vous qui estimez que quelque chose est irrégulier et c'est vous qui estimez juger de l'opportunité de saisir la Cour. C'est à vous d'en rapporter la preuve. C'est un principe élémentaire en droit. Celui qui allègue un fait doit le prouver. C'est exactement la même chose devant la Cour constitutionnelle. Si vous estimez qu'il y a eu une mauvaise organisation, si vous estimez qu'il y a eu des irrégularités ou des violations de la loi, c'est à vous, plaignant, de le prouver et la Cour appréciera. Alors, il paraît plus ou moins que le processus électoral, à travers tous ces organes de mise en œuvre et de contrôle, peut garantir la transparence électorale et partant même démocratique, maître. Mais comment interpréter la présence des missions internationales? Est-ce à dire que nos différents outils électoraux ne sont pas assez performants ou ne sont pas assez crédibles? Pourquoi on a toujours tendance à attendre le regard de l'étranger? Rassurez-vous, je me pose également la même question. Mais après, je peux comprendre que dans notre système
je dirais, africain, nos élections n'ont jamais été assez saines. Vous savez, les organes peuvent être mis en place, mais n'ont de pertinence que les hommes qui les gouvernent et l'éthique qui conduit leur agir. Si vous avez des personnes qui sont dans un organe et qui ont déjà pris position, à partir du moment où il n'y a plus d'impartialité, il n'y a plus d'indépendance. Et donc, vos positions peuvent être contestées parce qu'on ne vous reconnaît pas une forme d'impartialité. Et donc, ce sont nos acteurs qui sont dans ces organes qui doivent montrer de la sincérité dans leur indépendance, le sérieux dans leur volonté de nous sortir ou de nous donner des élections qui soient crédibles, qui soient difficilement contestables. Et là, le code électoral a tout prévu. C'est assez simple, je vais dire. La proclamation, le dépouillement sont publics. On dépouille deux, c'est deux. La proclamation dans chaque bureau de vote est publique. Comment, à ce niveau, peut-on ne pas avoir, lorsqu'on a condensé tout ça, des résultats qui soient crédibles? Parce qu'effectivement, il y a des personnes mal intentionnées, sans éthique, sans morale, qui sont certainement assoiffées de pouvoir, qui vont bidouiller les résultats réels et qui vont sortir de leurs attributions légales, qui vont sortir de l'indépendance qui leur est demandée et qui font justement ce que leur appétit souhaite. Et là, effectivement, on aura toujours des élections contestées. Je dis toujours aux gens que les élections n'ont de force que les hommes qui les composent et les gouvernent. Et donc, je dis les organes. Un organe, en lui-même, n'a pas de sens, n'a aucun pouvoir. Il n'a de pouvoir que des hommes qui le gouvernent et qui le guident. Et donc, si la CER, qui aujourd'hui, je veux dire, l'autorité de contrôle et de vérification, si la CER fait bien son travail, je pense qu'on pourrait arriver à des élections libres et transparentes. Je me gêne juste à la lecture des dispositions que j'ai eu le temps de faire, de constater que c'est le ministre de l'Intérieur qui devra toujours prononcer les résultats. Sans vouloir mettre en mal le ministre de l'Intérieur, je trouve que pour une question de transparence et d'élégance électorale, on aurait pu donner la mission de proclamation à la CER, puisque c'est elle qui doit contrôler la légalité et la régularité des opérations électorales. Et donc, il eût été plus juste de lui confier la mission de proclamation des résultats d'élection pour que ça ait plus de pertinence ou de logique. Alors là, vous avez quelqu'un qui organise tout et qui devra ensuite lui-même vous dire les résultats qu'il a centralisés. Et finalement, la CER pourra peut-être dire, arrangez ça, vous avez mal fait petit ceci, l'urne là n'est pas conforme. Est-ce que ça peut véritablement impacter le résultat final des élections? Je ne pense pas. Donc, mais c'est un choix qu'ils ont fait. Maître, est-ce à dire que si, je suppose que si nos différents organes électoraux sont crédibles, performants, est-ce que ça nécessite encore la présence? À mon sens, non. C'est ce que je disais, justement, Est-ce que c'est possible d'organiser une élection sans mission internationale? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est nous qui accréditons les missions internationales d'observation. Et il y a des pays qui ne les accréditent pas du tout. Et donc, on peut effectivement faire une élection crédible sans mission internationale. Mais la crédibilité ne dépendra que de la crédibilité des organes censés veiller au contrôle des élections. Et au Gabon, c'est effectivement la commission d'une part, même si je ne lui reconnais pas le pouvoir de contrôle, parce qu'elle n'a qu'un pouvoir organisationnel, mais c'est surtout l'autorité qui, elle, doit contrôler. Et donc, si elle contrôle, c'est à elle de certifier les résultats qui ont été donnés, enfin, qui sont ressortis des urnes, et c'est à elle de les rendre publics à la suite de son travail de contrôle. Je tiens à vous préciser que le travail de contrôle de l'autorité se fait en aval, en amont et dans tout le processus. Donc, la phase préparatoire, la phase active du vote et la phase finale de compilation des résultats. Et donc, à partir de ce moment, c'est à elle de venir nous dire, à la suite de mon travail de contrôle, de vérification, pas d'organisation, mais d'accompagnement de la légalité du travail de tout le monde, je peux certifier que ces résultats sont conformes à ce que nous avons vu. Or là, c'est le ministère de l'Intérieur qui va devoir prononcer les résultats. On peut remettre ces résultats en question
Mais rassurez-vous, je ne remets pas en question la Bien crédibilité évidemment. du ministère de l'Intérieur. C'est juste pour une question de cohérence et de bon sens. Il aurait été mieux que ce soit l'autorité qui, elle, procède au prononcé des résultats électoraux. D'accord. Alors, maître, on va petit à petit vers la fin de cette émission. Déjà? Oui, 26 minutes, c'est pas beaucoup. Alors, votre mot de la fin pour justement, comme nous sommes en période électorale, vous le savez, pour encourager les différents compatriotes qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur, ou même pour ces différents compatriotes qui n'ont peut-être pas l'intention d'aller voter. Alors, je ne sais pas si c'est à moi, mais je vais quand même le faire. Il est important que je suis quelqu'un très légaliste. J'estime que les gens ont le droit d'exercer un droit ou pas. Mais pour notre pays, il faut que chacun comprenne ce qui se joue en ce moment. Et ce qui se joue en ce moment implique tout le monde, explique tout le monde. C'est notre avenir commun qui se joue. Et donc, il est important que toute la population, tous ceux qui sont en âge de voter, puissent se rendre aux urnes pour exprimer leur titiller choix. un peu, vous avez déjà retiré votre carte d'électeur? Oui, moi, ma carte d'électeur est déjà retirée. J'accomplirai, j'espère, mon devoir citoyen et j'invite mes concitoyens à le faire aussi. Que l'on soit d'accord ou pas, allez accomplir votre devoir citoyen. C'est important lorsqu'il s'agit d'une phase importante de notre maison commune. C'est le Gabon. Et donc, on laisse un peu les appartenances politiques et on va faire son choix librement et tranquillement. Merci, maître, pour toutes ces précisions. Plaisir. Je rappelle aux téléspectateurs que nous recevions à l'instant maître Nzé Béranger, avocat au barreau du Gabon. Et avec lui, nous abordions la question du rôle des différents organes qui encadrent le processus électoral et les lois qui le régissent. On retient donc pour la boucle de cette émission que le code électoral, présenté comme le fruit d'un dialogue inclusif, reflète aujourd'hui l'engagement des autorités à garantir des élections crédibles. Alors, vivement que les acteurs en charge veillent au strict respect du choix et de l'aspiration des Gabonais pour l'expression d'une démocratie qui ne soit plus soumise à l'influence de la notation des instances internationales. C'était Praxel Moudeke pour vous informer. L'actualité se poursuit sur Gabon 24. À très vite.